En offrant des prix supérieurs au tarif minimum fixé en début de campagne, les négociants chinois opérant sur le marché de l'arachide au Sénégal depuis quelques années ont bouleversé l'industrie locale. Les producteurs non satisfaits du prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs CFA par le gouvernement ont opté pour l'offre étrangère, notamment les Chinois, qui propose un meilleur prix, soit 300 francs CFA le kilo d'arachide en coque et 525 francs CFA si elles sont décortiquées. Si les producteurs en font une bonne affaire, ce n'est pas du tout le cas des huileries locales pour qui la surenchère a surtout rendu difficile l'approvisionnement en matières premières. L'industrie locale peine donc à faire tourner ses usines et certaines ont même déjà fermé leurs portes. Conséquence, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui se trouvent menacés. Une situation qui relance la question de ce qui est généralement reproché aux puissances étrangères, c'est-à-dire réduire les pays africains à un statut de producteurs de matières premières sans valeur ajoutée. Ensemble, avec nos invités, nous allons décrypter la situation. Merci à tous d'avoir pris une fois encore le rendez-vous. On revient dans un instant pour la discussion. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Stéphane Thora. Bonjour. Bonjour. Analyste financier, vous êtes également spécialiste en finance et contrôle de gestion. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Également présent sur ce plateau, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Expert en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Bienvenue. Merci. Alors, je le disais tantôt, le retour des acheteurs chinois sur le marché sénégalais de l'arachide après quelques années d'absence. D'abord, timidement, il y a 12 mois, puis massivement depuis le début de l'actuelle campagne arachidière, perturbe ce secteur clé du pays. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage et on revient juste après pour le décryptage. Le retour des acheteurs chinois après quelques années d'absence, d'abord timidement il y a 12 mois, puis massivement depuis le début de l'actuelle campagne arachidière, perturbe ce secteur clé du Sénégal. Les premières livraisons d'arachide ont trouvé acquéreurs avec une rare rapidité cette année, absorbées par l'appétit des négociants chinois pour le bonheur des producteurs, mais aux grandes dames des fabricants d'huile d'arachide, privés de matières premières et durement éprouvés. Les exportateurs, notamment chinois, ont raflé la marchandise dès les premières semaines de la campagne. L'huilerie publique, la Sonacos, et ses 3 concurrentes privées se sont eux retrouvés à court d'arachide. Des mouvements sociaux ont alors agité les huileries. La Sonacos, qui emploie directement 4000 personnes, s'est séparée de 500 saisonniers et a annulé le recrutement de 600 autres. Il faut dire que les Chinois ou leurs intermédiaires proposent 300 francs CFA par kilo d'arachide en coque et 525 francs CFA si elles sont décortiquées. Les huileries, elles, proposent généralement 210 francs CFA pour les arachides en coque. Ce qui a changé, c'est que le marché est ouvert. Et aujourd'hui, je dis que pendant presque plus de 20 ans, nous avons vendu à perte. Et cette année, nous avons vendu avec un profit. Un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous disons que la boule a tourné et qu'aujourd'hui les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas semblable à celui de 2020. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement sénégalais cherche une position d'équilibre entre les intérêts des très nombreux cultivateurs et ceux des usines de transformation. La Chine, quant à elle, affirme participer à la création de richesses alors que la majorité de la population sénégalaise vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Voilà qui décrit le mieux la situation dans le milieu de l'arachide au Sénégal. Lamine Sissé, doit-on croire que les huileries sont sacrifiées au prix d'une distorsion entretenue par les négociants chinois au nez à la barbe des autorités sénégalaises qui semblent plutôt impuissantes? Vous savez, quand on veut aborder le problème de l'arachide au Sénégal, sous cet angle actuel, contextuel, ce serait méconnaître la situation de l'arachide au Sénégal. Vous savez, ce produit a été introduit par le privé français. Et puis graduellement, l'État français s'est investi parce que
ça profitait, n'est-ce pas, à l'État en matière d'exportation, les devises rentraient en France. Et ensuite, presque 60% de la consommation de l'huile végétale française était basée sur l'arachide. Mais après l'indépendance, en 1966, le Sénégal a pris la gestion de cette denrée parce que c'est devenu une agriculture populaire dans tous les secteurs, puisque ça permettait aux paysans d'avoir de l'argent. Mais le contexte était différent parce que à cette époque, la population faisait combien? Quand vous avez votre certificat au brevet, on courait derrière vous pour vous donner l'emploi. Mais c'est une classe bourgeoise qui s'accaparait, n'est-ce pas, de cette agriculture, surtout le milieu maraboutique, parce que les marabouts, vous savez, eux, ils sont près de la terre, hein, c'est la terre qu'ils cultivent. Et ils tirent toute leur substance de la terre. Bon, les agriculteurs traditionnels aussi trouvaient leur compte, la vie n'était pas chère. Mais à partir de 1960, ils ont créé ce qu'on appelle l'ONCAD. C'est un office, on appelle ça, comment dirais-je, l'ONCAD, c'est une agence qui est chargée de commercialiser l'arachide, mais de distribuer, d'importer et de distribuer. Cet ONCAD a fait faillite après, parce que la gestion était chaotique, parce que ça nourrissait pas. Graduellement, les problèmes d'arachide se posent, les problèmes de commercialisation se posent, la population s'augmente. Aujourd'hui, nous parlons des Chinois. Parce qu'à cette époque, il faut savoir que 80% des exportations sénégalaises, d'une manière globale, c'est l'arachide. C'est l'arachide. Et ça emploie 42% des chiffres d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui impactait. Mais ce n'est pas une culture de développement. Parce qu'en fait, ça n'a jamais amené le développement à la base. C'est juste l'argent circulait et puis les gens pensaient que c'est ça le développement. Ça nous a été imposé. Contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire qui a opté pour le cacao, le café, des autres, tu vois, aujourd'hui ils sont partis. Mais contrairement à cela, le Sénégal n'a pas, à cette époque, diversifié l'agriculture. Les gens cultivaient le mil, le riz juste pour manger et puis ça passe. Une agriculture intensive pour l'autosuffisance alimentaire n'était pas faite au détriment de l'arachide et le riz était exporté en grande quantité. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes face à ce qu'on appelle un libéralisme à outrance. C'est parce que la commercialisation de l'arachide sur le terrain est sujette à beaucoup de mafias. Il y a des intermédiaires, ce qu'on appelle des intermédiaires, des privés qui sont entre l'État et les paysans. Et ces privés-là, il faut qu'ils gagnent. OK? Souvent, les paysans ont compris que, souvent, on achetait l'arachide en quantité, mais on les donnait des bons MPI. Ils couraient derrière après l'argent. C'est graduellement, il y a d'autres opérateurs qui sont venus, qui viennent s'installer en Gambie, d'autres dans les pays limitrophes, qui venaient, qui faisaient le deal avec les paysans, qui achetaient plus cher que l'État. Aujourd'hui, c'est les Chinois dont on parle. Et ce qui s'est passé cette fois-ci, je pense que c'est du jamais vu. Quand bien que ça a attiré, c'est la sonnette d'alarme, puisque les Chinois ont presque tout pris, jusqu'à ce que les industries locales n'ont pas trouvé de matière à fonctionner. Justement, est-ce que les industries n'ont pas été sacrifiées? Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'il y va de la responsabilité de l'État lui-même. Parce qu'en fait, le prix que l'État a fixé et le prix que les Chinois ont fixé, avec les accords qu'ils ont fait avec les Chinois. Normalement, par exemple, dans le domaine comme de la tomate, de la pomme de terre, de l'oignon au Sénégal, le ministre du Commerce, la période de récolte, arrêtait toute exportation, et toute importation du moins, pour protéger le marché jusqu'à ce que les paysans vendent. Après la vente, que maintenant, le marché commence à être inondé. Mais cette fois-ci, l'État a laissé la concurrence ouverte. Et ça, les paysans ont trouvé leur compte. Et l'État a énormément perdu parce que les Chinois sont exonérés de taxes également. Ils viennent acheter, ils s'en vont avec. Alors là, c'est tout à fait inédit. Alors, Jérôme Stéphane Tora, des négociants chinois qui bénéficient d'une distorsion, je pourrais dire à outrance, et qui semble condamner finalement les industries huilières au Sénégal. Bon, c'est une constatation, et cela est un os dans
la gauche du gouvernement bien de l'État sénégalais. En fait, cette situation, il faut remonter un peu en 2013 pour comprendre, en 2018, pour comprendre la situation que traverse l'État sénégalais, le gouvernement sénégalais et surtout les industries de transformation de l'arachide. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En fait, en 2018, il y avait un problème de surproduction. Et ce problème de surproduction n'a pas trouvé de preneur. Donc, les producteurs ne pouvant pas écouler leur production se sont retournés vers l'État. Et l'État, pour trouver solution, a dû prendre des injonctions, a dû faire des négociations pas possibles pour que la surproduction soit consommée. Donc, les mesures prises en 2018, là, ce sont ces mesures-là qui constituent en fait un goulot d'étranglement par rapport à la campagne 2020. Parce que l'État s'était dit, puisque les gens comptaient sur les Chinois pour venir chercher la marchandise, en Chine, il y a surproduction. Donc, la demande chinoise d'arachide étant limitée, alors le stock est resté sous le bras des producteurs sénégalais. Les usines n'ont pas la capacité de tout transformer. Par conséquent, l'État a fait injonction aux producteurs artisanaux de pouvoir consommer une bonne partie. Et parallèlement, s'est ouvert à la Turquie pour que la surproduction soit consommée. Et l'autre mesure prise par l'État, c'est qu'il faut une libéralisation intégrale et que l'État sorte de la commercialisation. Donc, laisser le marché se faire. En prenant ces mesures, ils ont exonéré intégralement l'exploitation de l'arachide et du coup, cette année, non seulement exonérer l'exportation, l'État sur l'exportation, mais également prendre des dispositions pour que les huiliers là restent enfermés dans une sorte d'association, dans une sorte de comité, et ils restent à Dakar pour attendre que les producteurs viennent vendre leur production. Or, les Chinois peuvent aller jusque dans le champ, jusqu'à arracher même la production dans le champ. Si les Chinois proposant de meilleurs prix par rapport au prix fixé par l'État, c'est normal. Dans cette situation-là de libéralisation à outrance, d'ouverture à outrance, que le producteur cherchant plus de profit puisse vendre ces récoltes ou bien ces cultures aux Chinois que d'aller sauvegarder les usines qui, au fait, donnent de l'emploi, ajoutent de la valeur ajoutée. Et c'est cette situation-là que vit. Alors, le gouvernement sénégalais dit chercher une position d'équilibre entre les intérêts des très nombreux cultivateurs et ceux des usines de transformation des arachides en huile. Cependant, les huileries locales dénoncent une exportation de l'arachide exonérée de toute taxe, vous l'avez souligné tantôt, alors que l'huile est lourdement taxée. L'huile produite sur le sol sénégalais est lourdement taxée, n'est-ce pas, du deux poids, deux mesures, voilà, qui engendre une concurrence déloyale finalement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y va de la responsabilité de l'État. Ça veut dire que le libéralisme sauvage est une démission dans tout secteur de notre économie. Surtout, nous avons des économies fragiles. Vous savez, le problème de l'arachide, naturellement, au Sénégal, il y a beaucoup de paysans qui n'ont jamais vendu à l'État. Ils vendent ça à des privés. Parce que le prix de l'État n'est pas un prix favorable. Et naturellement, je n'ai pas vu une année, peut-être l'année dernière, où quand les Chinois, cette année, les Chinois, la campagne passée, les Chinois sont venus acheter. Mais les autres campagnes, mais les paysans souffrent à courir derrière leur argent.
on leur donne des bons. Ils prennent leur arachide, tout le produit, on leur donne des bons. Mais ça fait, il peut rester 2 à 3 mois en train de courir. Il y a d'autres, c'est avant la saison prochaine qui rentrent dans leur fonds. C'est pourquoi ils avaient opté pour aller brader. D'une manière ou d'autre, il y a d'autres, l'État peut fixer à 250 le kilo. Ils peuvent aller vendre jusqu'à 150 parce qu'ils préfèrent avoir le cash que d'avoir des bons. Donc ce secteur-là n'a jamais été organisé d'une façon formelle. Parce que le problème est que il y a trop de mafia. Les intrants, n'est-ce pas, comment dirais-je, les semences, c'est des quotas qui se distribuent. C'est-à-dire que c'est de la clientèle politique souvent qui est trop immiscée dans la commercialisation. Vous savez, il y a la Sonacos, qu'on appelle la Société nationale de commercialisation des ingénieurs. Voilà, mais c'est dirigé par un chef de l'opposition qui a transhumé vers la mouvance. Pour le récompenser, on lui a donné ce poste-là. C'est-à-dire que des postes économiques clés comme ça, là, il faut donner ça à des techniciens. Mais nous avons toujours travaillé au Sénégal en fonction de l'appartenance politique. Alors celui qui vient dans une boîte où tu t'assois, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je vais faire pour d'abord rehausser mon nom, pour que le maître qui m'a mis là soit content, etc. C'est-à-dire que tu ne travailles pas en technicien. Ça pose un problème. Et souvent, tu n'as pas la main libre. Parce que celui qui est en haut aussi essaie de t'éliminer politiquement. Parce qu'il fait tout pour te créer des problèmes, pour t'éliminer politiquement. Donc, il y a des secteurs vraiment dans nos pays qui doivent être des secteurs libres, qui seulement des indépendants, des neutres qui viennent travailler pour aller vers le développement. Ça pose un problème de la mauvaise organisation du secteur finalement. Non, le secteur est très mal organisé. Parce que l'État est devenu impuissant. Toi-même, la loi que tu as signée avec les Chinois, tu es devenu impuissant parce que les Chinois vont dans les campagnes. À un moment donné, les paysans, il y a des gens, les mafias qui attaquaient les Chinois. L'État a pris des mesures pour les protéger. Parce qu'en fait, c'est vous qui leur a dit, voilà, vous avez signé accord. Venez, ils vont jusqu'au champ pour acheter et puis au nez de tout le monde. Alors que nos industries ont besoin de la matière première. C'était une catastrophe. Il y a des usines qui ont fermé. Parce qu'il y a les licenciements massifs qui se font. C'est la faute de l'État. Le secteur est très, très, très mal organisé. Vous le pensez également, Jérôme Stéphane Tora, une mauvaise organisation du secteur de l'arachide au Sénégal. C'est ça qui est à la base de la difficulté que l'on note. C'est une mauvaise organisation. Et du coup, la situation replonge le secteur, là, la filière, là, dans un état de 2005. Parce que, en réalité, la Sonacos traversait des difficultés terribles, suppléées à des manques de trésorerie et manque de mobilisation de fonds pour pouvoir renouveler le truc là. Donc, il a fallu des réformes sur des réformes et jusqu'à la dénationalisation pour que la Sonacos puisse tenir. Mais tenir, c'est pouvoir trouver des subventions, subventionner les semences, subventionner les productions. C'est investir dans la production de l'arachide. Mais tout ça, à cause de la mévente ou bien de la surproduction de 2018, tout ça là est remis à l'eau. Et tout ça là est bafoué. L'État, je ne sais pas, ça veut dire que l'État subventionne la culture de l'arachide et ces arachides sont vendus à l'étranger. À l'étranger. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais ce que l'État fait, l'État se dit, vaut mieux vendre pour que je récupère mes subventions que de ne pas trouver de preneur. Mais du coup, on met en difficulté les huileries. Parce que les huileries aussi ont un plan de financement et qui ont déboursé assez de fonds pour pouvoir renouveler les unités de production. Donc, c'est disons, une malorganisation et c'est le résultat, ça. Peut-être que cette malorganisation, cette mauvaise politique va amener les gens
à s'asseoir pour repenser le secteur. Sinon, c'est que finalement, les huileries ne vont plus exister, ou bien les autres aussi vont commencer par réexporter, et le cadre formel tracé, et ce cadre-là, le cadre n'est plus respecté. Donc le cadre-là n'existe plus pratiquement, sinon que les huileries ne vont pas manquer de matière jusqu'à arrêter. Ils ont arrêté. Et c'est en arrêtant les productions. Parce que la Copoel, par exemple, dit sur 70 000 tonnes attendues, ils n'ont trouvé que 2500. Oui. 2500 tonnes. Ce qui ne peut même pas démarrer. Donc, c'est la mise aux arrêts de toutes les usines. Et c'est là que l'État surgit pour dire arrêter la réexportation jusqu'à ce que les usines trouvent de matière. Donc, c'est la situation qui est catastrophique. De l'arachide exporté brut, sans valeur ajoutée, au point où les industries locales manquent de matières premières, Lamine Cissé, n'est-ce pas un scandaleux paradoxe? À un moment où les Africains appellent de tout leur vœu à l'industrialisation sur le continent. Vous savez, ça me ramène à la Goana du président Wade, la grande offensive nationale pour l'autosuffisance alimentaire, la Goana. Mais c'est la diversification dans l'agriculture, mais aussi ça va être arrimé avec l'industrialisation, la transformation locale. Malheureusement, ce sont les hommes d'affaires, les politiciens qui ont coopté tout l'argent qui est mis là-bas, ils ont mis ça dans la poche. Et le président Wade même a fait un meilleur culpa pour dire qu'il a échoué. L'idée est bonne, mais il a échoué. Le problème est que tout est politisé en Afrique. Notre problème se trouve à ce niveau-là. Vous parlez de l'industrialisation. Il faut pouvoir maîtriser deux secteurs dans l'industrialisation. Je disais, le troisième secteur, c'est le secteur politique. Mais le premier secteur, c'est le secteur de l'énergie. Il faut que nous maîtrisions l'énergie et que nous ayons de l'énergie à bon marché pour créer des industries compétitives. C'est extrêmement important. Et ça ne peut pas se faire d'une façon sectorielle, ça doit se faire d'une façon globale. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a une politique énergétique. Mais ils sont à quel niveau? L'Union africaine. Maintenant, le deuxième secteur, c'est la maîtrise de l'eau. Le Sénégal dont vous parlez là, nous avons 25 milliards de mètres cubes d'eau de perte par an. C'est ce que nous recevons, 25 milliards de mètres cubes d'eau. Mais en dehors de ces deux choses qui manquent déjà, il arrive que les matières premières que nous produisons nous-mêmes ne servent pas à nos industries sur notre territoire. Alors cela complique tout. On a comme l'impression que l'Afrique veut une chose et son contraire. C'est pourquoi j'ai dit que cela dépend de la volonté politique aiguë. Nous pouvons, ces défis-là peuvent être relevés. Mais ces défis peuvent être relevés dans un contexte nation, dans un contexte où toutes les forces des pays se regroupent autour du pays. Mais qu'est-ce qui se passe en général dans nos pays? Vous prenez par exemple le Sénégal dont on parle sur l'arachide. Mais c'est l'élite politique qui est là, qui a politisé tout, qui politise même la commercialisation de l'arachide. Tout est politisé, si bien que c'est le folklore dans la gouvernance. Jusqu'à présent, vous pensez que l'arachide depuis 1822, que l'arachide est au Sénégal, on n'a pas atteint une certaine transformation et exporté l'arachide. Pourquoi? Alors que dans nos marchés, parallèlement, nos marchés sont envahis par les huiles qui viennent d'ailleurs. Et l'huile arachide c'est plus bon à la consommation, c'est plus nourricier. Mais ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'il y a un problème de leadership. La vision, elle est là, les compétences sont là, tout est là, mais un problème de leadership qui s'impose. Alors, tant que nous ne transformons pas nos ressources, c'est pourquoi moi je ne dis pas, dans un slogan, transformons nos matières premières locales, transformons, par exemple, le Bénin produit le coton. Je dis, mais pourquoi le Bénin ne transforme pas le coton localement? Non, je dois me poser la question. Quand je me pose cette question, il y a la volonté politique et ensuite, il y a le manque de maîtrise de l'énergie. Notre énergie, notre courant coûte 145, c'est entre 145 et 160. Vous abordez un autre volet. On revient dans notre débat ici. Comment peut-on expliquer le fait que pendant que
tous les Africains appellent de tout leur vœu à une industrialisation sur le continent, que des industries locales au Sénégal soient en manque de matières premières, alors que cette matière première constitue l'une des premières cultures de rente du pays. Non, en fait, chaque État africain lutte pour sa survie. On se dit, bon, nous n'avons pas tellement de ressources, et nous nous contentons de ce qui est là. À vouloir contenter de ce qui est là, alors que nous savons très, très bien que c'est en ajoutant de la valeur, en allant jusqu'à aux biens, aux productions finies, qu'on capte plus de devises étrangères. C'est qu'on ne peut pas, on peut pas se permettre de laisser ces Chinois faire ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'industrie et au niveau de la filière arachide. De la filière arachide au Sénégal. Et ça, on ne peut pas non plus ne pas fermer les yeux et dire que bon, c'est arrivé, puis c'est arrivé. C'est l'État sénégalais qui est à la base de ça là. Comment se fait-il qu'on peut interdire l'exportation de l'huile brute et des tourteaux qui sont un peu transformés? On interdit l'exportation de ces matières presque transformées au détriment de la matière première même. On autorise l'exportation à tout frais exonéré de la matière, de la production des arachides même, mais l'huile brute, le tourteau, on préfère les garder. Or, si c'était une politique pour rentrer dans l'idéal de la zone franche industrielle, c'est ça, non? La CLK, où on doit penser investir dans des industries, dans les États qui offrent davantage comparatifs. Alors, si c'est le Sénégal qui offre davantage comparatifs par rapport à la production de l'huile d'arachide, comparativement au Nigeria ou au Soudan, ça veut dire que ça rentre dans cette politique de globalisation ou de la transformation au niveau de l'Afrique qui veut s'industrialiser. Mais ça, ce pas posé par le Sénégal, en laissant les Chinois envahir, en laissant les Chinois aller jusqu'à arracher les arachides au champ, ne contribue pas, ne permet pas de dire que nous sommes dans cette politique de réindustrialiser l'Afrique ou de créer de grosses chaînes, de grandes industries pour concurrencer les autres. C'est inimaginable. Au Sénégal, l'huile d'arachide importée tourne autour de 900 à 1000 francs le litre, alors que la production locale, c'est à 1200, 1500. Donc, vous voyez, les gens vont plutôt vendre les riz, les arachides en coque et aller prendre de l'huile chinoise sur le marché. Alors, vous l'avez souligné, des négociants chinois qui vont même pour acheter les arachides encore en terre dans les champs, chose qui n'épargne pas les semences, par exemple. Oui. Est-ce que, n'est-ce pas une situation qui risque de compromettre même la prochaine campagne, la prochaine saison, en rendant indisponibles des graines nécessaires pour les semences? Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a d'autres agriculteurs qui prennent les dispositions dans ce sens-là. Hein. Et ils ne comptent pas beaucoup sur l'État. Mais les problèmes de semences, c'est ce que je vous ai dit, quelquefois c'est partagé en quota entre eux. Parce que ça a été un scandale au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un grand responsable de la mouvance qui a dit qu'il y a des détournements dans le domaine de l'agriculture. Détournement des semences, il y a des marchés qui se donnent pour la commercialisation, etc. entre eux. Tout ça, ça plombe. Alors, vous avez parlé de l'industrialisation de l'Afrique, c'est vrai, mais nous pouvons prendre d'autres pays qui sont en train de donner des exemples. Par exemple, ici au Ghana, le Ghana est en train vraiment de très bien avancer dans le domaine de l'industrialisation, parce que le Ghana est en train de maîtriser l'énergie.
Le Ghana est en train de transformer ses produits. Le Ghana est plein sur le marché international. Vous prenez le Maroc, c'est pareil. Vous prenez le Nigeria, ils sont en plein dans la transformation locale. Donc, le Sénégal, vous savez, en Afrique de l'Ouest, il y a 2 pays qui sont des pays vraiment néocolonialistes français. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors, je salue, bravo au président Alassane Ouattara. Nous n'allons pas faire de la politique sur ce plateau, rien que de l'économie. Le fait de partir, c'est bien. Mais bon, c'est de l'économie. Vous savez, le politique et l'économique sont intimement liés. Parce que tout ce dont nous parlons comme ça, c'est le politique qui définit. C'est le politique qui définit l'économique, qui conduit l'économie. C'est pourquoi c'est intimement lié. Et c'est pourquoi on s'attaque souvent. On ne peut pas laisser les causes et s'attaquer aux effets. C'est ce que nous parlons des effets. Mais pourquoi, effectivement, c'est ça que je suis en train de dire depuis que je suis sur le plateau, j'ai dit, c'est de la volonté politique. C'est des hommes politiques qui sont en train de tuer l'économie. Alors c'est pourquoi je prends l'exemple sur des pays qui sont courageux. Par exemple, j'ai vu le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont dit qu'ils vont unir leurs forces pour transformer leur cacao et café localement. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ça, c'est une avancée. Parce que vous ne pouvez pas produire le cacao, le café et exporter, et puis on vous ramène, on vend plus cher que ce que vous vendez. Il n'y a pas de ce qu'on appelle la plus-value. C'est dramatique. Le Sénégal, nous sommes très loin de l'industrialisation. Nous sommes... on n'est pas dans le patriotisme économique. Même tous les marchés au Sénégal, les marchés locaux, c'est les étrangers qui viennent et l'argent, ça sort. L'argent sort. On dit on est à 6%, on va atteindre 7%, mais ces 6%-là, les 5% sortent du pays. En réalité, c'est ça. Et les populations croupissent dans la misère. On construit des trucs, mais ça profite à qui? À ceux qui conduisent leur voiture et s'arrêtent. Le bas peuple qui constitue 90% ne sait pas ce qui se passe dans le pays. C'est ce qui se passe. Nous sommes très loin de l'industrialisation. Et le secteur le plus important qui peut impulser tous les autres secteurs, c'est le secteur arachidier. Parce que c'est un secteur historique. Ça a un impact réel sur les populations. Parce que beaucoup de gens, c'est l'arachide qui... 27% de la population selon la Banque mondiale. Évidemment. 27% de ménages. Oui, de ménages, oui, de ménages. Ça, c'est extrêmement important. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ça impacte fortement, n'est-ce pas, la situation des populations. Alors, Stéphane Torra, on parlait de la crise qui risque également d'arriver au niveau des semences, puisque ces Chinois vont jusque dans les champs pour acheter les arachides, alors que c'est toujours en terre et on n'a pas le temps de préparer également des semences pour la campagne qui vient. Il y a toujours des risques. Après, les risques qui pèsent sur les huileries, on risque d'avoir des problèmes au début de la prochaine campagne. Ça là, c'est tout à fait clair. Et je crois savoir que en comprenant tardivement que cette façon de faire des Chinois créerait de problèmes par rapport au secteur, le gouvernement sénégalais a dû trouver des moyens pour pouvoir arrêter et reprendre avec la Sonacos un bon stock pour les semences et pour la production de l'année prochaine. Je ne sais pas si ça va marcher, puisque déjà les autres ont déjà tout acheté au grand bonheur des associations de producteurs qui aussi ne pèsent pas l'impact, qui aussi n'analyse pas bien l'impact de cette façon de tout brader par rapport à la campagne prochaine. Parce que s'ils viennent à manquer de semences, alors là, ils ne produiront rien. Ils vont finir de bouffer les sous de l'actuelle campagne, mais l'année prochaine, ils vont se retrouver sur le carreau. Or, c'est cette production, ce secteur-là, qui nourrit près d'1 million de ménages. C'est important au Sénégal. Donc, je ne sais pas si l'urgence de reprendre quelques stocks pour la semence de l'année prochaine de la Sonacos va
va prospérer. Sinon, cette situation-là se pose et forcément impactera sur la production de l'année prochaine. Alors, au nombre de ce que les huileries locales dénoncent, figure le fait que les négociants chinois sont toujours prêts à surenchérir, même si le résultat économique de l'opération est négatif pour eux. Alors, si cela s'avérait, n'y a-t-il pas derrière cette façon de fonctionner une volonté de tuer l'industrie locale? Non, je ne pense pas que la Chine est comme ça. La formation chinoise, elle n'est pas comme ça. Parce que la Chine sait que, quel que soit le prix qu'il achètera, elle va gagner toujours. C'est nos gouvernants qui trompent les populations. Le prix d'achat des gouvernants n'est pas bien au niveau des populations. Le prix fixé par le gouvernement officiellement. Parce qu'en fait, ils tiennent compte de la subvention. Même s'ils tiennent compte de la subvention haute, franchement, ce sont les intermédiaires qui gagnent. Parce que le transport, la commercialisation, c'est donné aux privés qui le font. Donc les privés sont entre l'État, la Sonacop et les agriculteurs. Donc toute la magouille se fait, même au niveau de pesage. Il y a trop de magouille dans ce travail-là. C'est-à-dire que le secteur n'est pas assaini, le secteur a besoin d'être assaini pour que les véritables prix viennent aux paysans. Oui, mais cette façon de surenchérir, alors qu'on sait qu'il y a un prix minima qui a été fixé et qu'on sait qu'il y a des industries dans le pays qui ne peuvent pas concurrencer à cette surenchère, est-ce qu'il ne se cache pas une volonté de tuer l'industrie? Non, je ne pense pas. C'est ce que je voudrais dire. Je suis en train de dire, le Chinois, lui, c'est son intérêt qu'il voit. Bien sûr, comme n'importe quelle puissance. Si l'État augmente, lui, il a un contrat en bas du forme, hein, c'est le libéralisme. Si l'État augmente, lui, il dit j'augmente pour prendre tout. Parce qu'en augmentant, en prenant tout, je gagne encore. C'est la marge de bénéfice que les Chinois font, c'est énorme sur ce marché-là. Sinon, ils ne vont pas se fatiguer. Et puis, tu sais, la Chine n'a pas la mentalité capitaliste. Il faut gagner le double ou le triple. Non, non. Le Chinois n'a qu'à gagner seulement. L'essentiel, c'est de gagner. Alors, je dis, c'est nos propres compatriotes qui tuent les paysans, qui plombent les efforts des paysans. Parce que c'est eux qui ont politisé toute cette gouvernance de l'arachide et il y a trop de détournements. Vous savez, pourquoi l'ONCAD est mort? L'ONCAD, c'est la première organisation que l'État avait mis en place, que j'ai dit, qui est chargée de communication, de transport, de transformation, etc. L'ONCAD s'est diversifié, même il faisait import-export. Mais cet ONCAD est mort parce que tout simplement, les intermédiaires qui étaient entre les paysans et l'État, qui allaient peser l'arachide au niveau des champs, mais tu te trouves, tu travailles 2000 tonnes et on te pèse 1500 tonnes. Donc, ces intermédiaires-là tuent, c'est-à-dire que c'est eux qui exploitent le mieux ces agriculteurs-là. C'est pourquoi j'ai dit que le milieu doit être débarrassé de toute politisation. Ça doit être débarrassé de tout amateurisme. Ça doit être assaini. Si c'est assaini, les véritables prix reviennent aux paysans. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Mais aussi, il faut protéger les industries locales aussi. Il faut les protéger. Nous savons que en quoi faisons par exemple? Nous savons que la demande... Mais il faut arrêter toute commercialisation en attendant. Il faut que l'État s'engage auprès des paysans pour dire je vais sécuriser la fourniture des usines de transformation. Parce qu'il paraît qu'il y a une usine de transformation qui va jusqu'à financer, donner les semences, des intrants, subventionner, donner des intrants. Sans intérêt. Sans contrepartie. Pour tout simplement lui permettre. Donc cette usine-là gagne. Cette usine-là qui fait ça là, l'État subventionne, l'usine-là fait ça là. Donc l'usine-là paye plus cher que l'État là. L'usine-là, en réalité, est dans les mêmes lignes que les Chinois, il peut payer plus s'il reçoit. Mais pourquoi celui qui vient acheter brut, il va chez lui, il transforme, lui il achète 3 fois plus que toi. Parce qu'il peut acheter 3 fois plus que ça. Donc c'est l'État qui est en train d'exploiter les paysans. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la vérité des prix et qu'on essaie de dégager ces intermédiaires-là qui plombent, n'est-ce pas, qui appauvrissent de plus en plus ces paysans-là. Il y a beaucoup de paysans qui ont bon, avec la Guana, tout le monde se tarde. Moi, mon gouvernement a fait 1 million de tonnes, 500 000 tonnes. Après, ça reste dans la main des paysans. Au moment où ils disaient j'ai fait 500 000 tonnes, 1 million de tonnes, les paysans sont en train de courir derrière leur argent. Ils ont des bons
ils courent pendant 6 mois. Il y a d'autres qui, jusqu'à la campagne prochaine, c'est en ce moment qu'on commence à les payer. Mais c'était dramatique, ce milieu-là, c'était de l'exploitation. Donc, toutes ces réalités-là, il faut qu'on les mette dans la balance pour vraiment essayer d'amener des solutions idoines par rapport à cette situation. Alors, Jérôme Stéphane Tora, je l'ai posé la question à Lamine Cissé. Cette façon de fonctionner des Chinois surenchérit au point même où cela apparaît même négatif pour eux, ce que dénoncent bien entendu des huileries locales. N'y a-t-il pas derrière cette façon de fonctionner une volonté de tuer l'industrie locale? Parce que s'ils achètent de l'arachide, c'est pour produire de l'huile chez eux, et ces huiles reviendront certainement vers le Sénégal. C'est pas certainement reviennent vers le Sénégal. Maintenant, cette façon de faire, en fait, c'est pouvoir, si je fais de simples analyses, c'est de voir sortir les locaux du secteur pour en prendre intégralement le contrôle. Et en le faisant, ça profite beaucoup plus aux Chinois, aux négociants chinois, qu'aux producteurs locaux et à l'État sénégalais. Parce que, bon, faisons une parallèle en prenant ce qui se fait au niveau du coton au Bénin. En fait, il y a un contrôle de la production et de l'écoulement. Les producteurs, les acteurs du coton ont su mettre en place une fêtière qui s'occupe de tout. Et il n'y a pas de fuite. Les quotas réservés à chaque unité de production, les gens essaient de pouvoir ces quotas-là. Par rapport au prix, il y a un contrôle de prix. Lorsque c'est fixé, ça reste ce que l'État fixe aux producteurs. Et après, les producteurs par rapport aux industriels. Donc, là, c'est un truc contrôlé depuis le sommet. Et c'est parce que cette fêtière-là fonctionne correctement. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Il y a bel et bien une sorte de fêtière qui fonctionne, mais il y a une négociation et un contrat de l'État sénégalais par rapport à la Chine qui fait que les Chinois contournent ce dispositif mis en place et aller directement voir les producteurs. Du coup, ces agriculteurs ne veulent que plus d'intérêt, vendre plus de francs. Nous sommes presque à la fin. Quelle sera la solution? Quelle sera la solution selon vous? Un quota fixé de la production d'arachide qui sera alloué aux huiliers locaux, ou bien on bloque carrément les exportations vers la Chine? Non, la solution, c'est aussi simple que ça. C'est pouvoir mettre l'intérêt des huileries au-dessus de la réexportation du brut. Si l'État met en place le dispositif en tenant compte de la vérité des prix, selon ce que M. Cissé a démontré, c'est que tous auront à gagner en restant dans cette fêtière-là. Et les Chinois aussi. Bon, l'État va forcément devoir revoir le contrat un peu avec les Chinois pour les empêcher d'aller jusqu'au champ arracher les arachides, pour arrêter la réexportation de la matière brute. Tant que les unités de production n'ont pas les quantités pour les faire tourner, alors il n'y a pas d'exportation de la matière. Si on peut arrêter un cadre comme ça, alors c'est bien pour tout le monde, aux producteurs, aux Chinois et à l'État. Lamine Cissé, nous sommes presque à la fin. Votre mot de la fin? Mais bon, mon mot de la fin, je crois que l'État va élever le prix de l'arachide pour permettre d'abord que les industries soient fournies avant d'ouvrir la vente à l'exportation. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Jérôme Stéphane Tora, analyste financier et contrôle de gestion. Lamine Cissé, expert en communication politique, écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées.
Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.